Je m'appelle Harold et à 32 ans, je ne m'attendais pas à ce que ma recherche scientifique fasse les gros titres au niveau national. Ce matin-là, alors que les notifications inondaient mon téléphone concernant la publication de ma thèse, j'ai reçu un appel de ma sœur Sandra. Sa voix tremblait alors qu'elle m'informait que nos parents étaient furieux. Ils avaient découvert mon succès sur Facebook en même temps que tout le monde. Cela a ravivé des souvenirs du jour de mes 18 ans, quand ils ont déclaré que j'étais autonome financièrement, un contraste frappant avec l'appartement de luxe qu'ils ont acheté pour le 21e anniversaire de Sandra. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-moi pour un voyage sur la famille, la persévérance et la recherche du succès selon ses propres termes. Ayant grandi dans une banlieue de classe moyenne en Californie, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Notre maison à 2 étages se trouvait dans une rue calme bordée de palmiers où mes parents s'étaient installés après que mon père eut obtenu un poste de direction dans une compagnie d'assurance locale. Ma mère travaillait à temps partiel comme hygiéniste dentaire, ce qui lui permettait d'être à la maison la plupart des après-midi quand je rentrais de l'école. Dès mon plus jeune âge, ils m'ont inculqué la valeur de l'excellence académique, me rappelant souvent que l'éducation était la clé du succès en Amérique. Les murs de ma chambre d'enfant étaient décorés de certificats de réussite scolaire plutôt que d'affiches de sport. Tandis que les autres enfants profitaient des camps d'été et des week-ends de loisirs, les miens étaient remplis de lectures supplémentaires et de cahiers de mathématiques. Cela ne me dérangeait pas particulièrement. J'aimais vraiment apprendre et je trouvais satisfaction à résoudre des problèmes complexes. Tout a changé quand ma sœur Sandra est née, j'avais alors 7 ans. Dès son arrivée, il était clair qu'elle occupait une place spéciale dans notre dynamique familiale. Le visage de mes parents s'illuminait quand elle entrait dans une pièce, leur voix s'adoucissait quand ils lui parlaient. Sandra recevait un niveau d'affection inconditionnel que je réalisais n'avoir jamais connu. « Ta sœur est encore jeune, Harold », disait ma mère chaque fois que je soulignais la différence de traitement entre nous. « Elle a besoin de plus d'attention maintenant. Tu es déjà un garçon si responsable. » Malgré l'évolution de la dynamique familiale, j'ai continué à exceller sur le plan scolaire. À l'école primaire, j'ai remporté le concours de sciences du district 3 années de suite. Au collège, j'ai été placé dans des classes avancées dans toutes les matières. En première année de lycée, j'ai obtenu des scores dans le centile supérieur aux tests standardisés, ce qui m'a valu une reconnaissance du Conseil de l'éducation de l'État. « C'est normal », a dit mon père quand je lui ai montré la lettre de félicitations. « Tu as toujours été intelligent. Maintenant, tu dois te concentrer sur la manière de traduire cela en une carrière stable. » Le tournant de mon parcours académique est survenu en classe de première lorsque M. Patterson, mon professeur de chimie, m'a pris à part après le cours un jour. Je venais de présenter un projet de recherche sur les sources d'énergie renouvelables qui m'avait valu un A+. « Harold, tu as un véritable don pour l'investigation scientifique, » a-t-il dit, les yeux brillants d'enthousiasme. « As-tu envisagé de faire de la recherche une carrière ? Avec ton esprit d'analyse, tu pourrais apporter de réelles contributions dans le domaine. » Cette conversation a planté une graine qui allait finalement s'épanouir pour devenir la passion de ma vie. Pour la première fois, quelqu'un voyait au-delà de mes notes le potentiel de ce que je pouvais créer et découvrir. C'était addictif, ce sentiment d'être vraiment vu. Pendant que mes intérêts académiques s'épanouissaient, mes parents continuaient à souligner l'importance de l'autosuffisance. Rien de ce qui en vaut la peine ne s'obtient facilement, sermonnait mon père pendant le dîner. Tu dois travailler pour ce que tu veux dans ce monde. Cette philosophie se manifestait de manière pratique. Quand j'ai eu 16 ans et que j'avais besoin d'un ordinateur pour des projets scolaires, mes parents ont refusé d'en acheter un directement. « Si tu veux un ordinateur, tu devras le gagner », a dit fermement mon père. « Il aura plus de valeur pour toi de cette façon. » J'ai donc pris un emploi à temps partiel pour remplir les rayons de l'épicerie locale, travaillant les week-ends et les soirs après avoir terminé mes devoirs. Pendant 6 mois, j'ai économisé chaque dollar jusqu'à ce que j'achète enfin un modeste ordinateur de bureau. La fierté que j'ai ressentie en l'installant dans ma chambre était indéniable, bien qu'elle soit accompagnée de l'épuisement lié à l'équilibre entre le travail et l'école. En terminale, j'avais jeté mon dévolu sur des universités prestigieuses avec de solides programmes scientifiques. Lorsque les lettres d'acceptation sont arrivées, dont une d'une école de l'Ivy League à l'autre bout du pays, j'étais aux anges. Mes parents, cependant, ne l'étaient pas, l'université d'État n'est qu'à 30 minutes, a argumenté ma mère. Tu pourrais vivre à la maison et économiser de l'argent. Pourquoi s'endetter alors qu'il y a une très bonne école à proximité ?
Parce que les opportunités de recherche à Eastridge sont inégalées, ai-je expliqué, essayant de contenir ma frustration. Le professeur Williams y fait un travail révolutionnaire en sciences des matériaux. Je pourrais apprendre directement de lui. Toi et tes grands rêves, c'est moquer mon père. Parfois, le pragmatisme doit passer avant l'ambition. La tension a monté pendant des semaines, culminant dans une conversation douloureuse dans notre salon un soir. Je venais de recevoir la confirmation d'une bourse partielle qui couvrirait environ la moitié des frais de scolarité, mais il restait un écart financier important. Si tu insistes pour aller à l'autre bout du pays au lieu de l'option raisonnable, a dit mon père, sa voix d'un calme troublant. Alors tu dois comprendre quelque chose. Tu seras livré à toi-même financièrement. Nous ne contribuerons pas à ton éducation ou à tes frais de subsistance. Mais vous avez toujours dit que vous épargniez pour mes études, ai-je protesté, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Pour un choix d'université raisonnable, a interjeté ma mère. C'est ta décision, Harold. Et avec les décisions d'adultes viennent les responsabilités d'adultes. Alors que leurs paroles s'imprégnaient, j'ai ressenti un mélange complexe de trahison, de détermination et de peur. L'université de mes rêves semblait soudain beaucoup plus lointaine. Mais quelque chose en moi s'est endurci. Si l'indépendance était le prix à payer pour poursuivre ma passion, alors je le paierais. Je comprends, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le sentais à l'intérieur. Je me débrouillerai tout seul. Ce que je ne comprenais pas alors, c'est comment ces mots façonneraient la prochaine décennie de ma vie, créant un fossé qui finirait par s'étendre bien au-delà de la simple distance physique. Le voyage vers l'université d'Eastridge a marqué mon premier vrai goût de l'indépendance. J'ai emballé tout ce que je possédais dans ma Honda Civic de 15 ans, un cadeau de fin d'études de mes grands-parents avant leur décès. La voiture avait plus de 150 000 miles au compteur et faisait des bruits alarmants lorsqu'elle dépassait les 60 000 par heure, mais elle était à moi. Mes parents se tenaient dans l'allée pendant que je chargeais les derniers articles, leurs expressions un mélange de désapprobation et de résignation. « Appelle-nous quand tu arriveras », a dit ma mère, me faisant un bref câlin. Mon père a simplement hoché la tête, ajoutant « Conduis prudemment ». Aucune mention de visite, aucune promesse d'envoyer des colis ou de prendre des nouvelles régulièrement. Le message était clair. J'avais choisi cette voie, et je la parcourais seul. Le trajet de 3 jours à travers le pays m'a donné beaucoup de temps pour alterner entre l'excitation de mon avenir et l'anxiété quant à la façon dont je m'en sortirais financièrement. La bourse partielle couvrirait les frais de scolarité, mais le logement, la nourriture, les livres et autres dépenses seraient entièrement à ma charge. Arriver à Eastridge était à la fois exaltant et écrasant. Le campus s'étendait sur des hectares de pelouse manucurée et de bâtiments historiques remplis d'étudiants qui semblaient bien plus confiants et préparés que moi. Mon dortoir était un bâtiment centenaire avec des commodités minimales. Je partageais une chambre exiguë avec Brian Mitchell, un étudiant en théorie musicale de Seattle avec un rire facile et une apparence perpétuellement débraillée. « Alors, tes parents t'ont juste coupé les vivres ?» a demandé Brian un soir après que je lui ai expliqué ma situation. « C'est dur, mec. » Ils ont clairement exprimé leur position, ai-je répondu, essayant de paraître plus factuel que blessé. Mais j'ai un plan. Ce plan impliquait un emploi du temps épuisant. Je suivais un programme complet de cours de sciences et de mathématiques, je travaillais 20 heures par semaine à la bibliothèque de l'université à ranger des livres, je livrais des pizzas 3 soirs par semaine et je passais les samedis et dimanches matins à faire la vaisselle dans un restaurant local. Entre les quarts de travail, j'étudiais dans n'importe quel coin tranquille que je pouvais trouver, survivant souvent avec un minimum de sommeil. Il y a eu des moments d'épuisement total ce premier semestre où je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Un point particulièrement bas est survenu pendant la semaine des examens de mi-session. Après avoir fait un double service au restaurant, j'étais resté éveillé toute la nuit pour finir un rapport de laboratoire de chimie. Pendant mon examen de physique du matin, les équations sur la page ont commencé à se brouiller. J'ai à peine réussi l'examen avant de me précipiter aux toilettes où je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai essayé de ne pas pleurer de pure fatigue. Brian est devenu une source de soutien inattendue pendant ces moments difficiles. Il me gardait des restes quand je manquais le dîner à la cantine, me prêtait ses notes quand je manquais un cours à cause du travail, et parfois, il écoutait simplement quand j'avais besoin de me défouler. « Tu travailles plus dur que n'importe qui que je connaisse », m'a-t-il dit une fois. La plupart des gens auraient abandonné maintenant. Mes appels à la maison sont devenus de plus en plus rares et brefs. Les conversations avec mes parents suivaient un schéma prévisible. Des questions superficielles sur les cours,
des rappels pour prendre des décisions pratiques et des nouvelles de Sandra qui soulignaient à quel point elle réussissait bien au lycée. Il n'y a jamais eu de reconnaissance de mes difficultés ou d'offre d'aide. Pendant ma 2e année, j'ai reçu un SMS de Sandra avec une photo en pièce jointe. Elle la montrait debout à côté d'une Toyota Camry toute neuve, rayonnante de fierté. La légende disait « Le cadeau de fin d'études de papa et maman ». N'est-ce pas génial? J'ai fixé l'image pendant un long moment, un nœud se formant dans mon estomac. La voiture valait au moins 4 fois ce que ma Honda d'occasion avait coûté. J'ai tapé plusieurs réponses, les supprimant toutes avant de finalement me décider pour « Félicitations. Conduis prudemment ». Ce Thanksgiving-là, je ne pouvais pas me payer le vol pour rentrer à la maison. Quand j'ai appelé pour en informer mes parents, ma mère a semblé déçue mais n'a offert aucune solution. « C'est dommage », a-t-elle dit. « Tu nous manqueras au dîner. » J'ai passé les vacances dans le dortoir presque vide, mangeant un dîner de dinde au micro-ondes avec la poignée d'étudiants internationaux qui étaient également restés sur le campus. Bien qu'ils m'aient accueilli chaleureusement, je ne pouvais pas me défaire du sentiment d'être oublié par ma propre famille. Le tournant de ma carrière universitaire est survenu en 3e année lorsque le professeur Michael Davison a remarqué mes performances exceptionnelles constantes dans son cours avancé de sciences des matériaux. Après le cours un jour, il m'a approché avec une offre inattendue. « Harold, je suis en train de constituer une petite équipe de recherche pour un projet sur les polymères durables, a-t-il dit. Ton travail dans ce cours a été exceptionnel. Serais-tu intéressé à nous rejoindre? L'opportunité était incroyable, offrant non seulement une expérience de recherche précieuse, mais aussi une modeste allocation qui me permettrait de réduire mes heures à l'un de mes emplois. Sous le mentorat du professeur Davison, j'ai découvert ma véritable vocation dans l'innovation en sciences des matériaux. Tu as une intuition naturelle pour ce travail, a-t-il commenté après que j'ai proposé une modification de leur approche expérimentale qui a donné de meilleurs résultats. As-tu envisagé des études supérieures? Jusqu'à ce moment, je m'étais concentré uniquement sur l'obtention de mon diplôme de 1er cycle et la recherche d'un emploi qui me fournirait une stabilité financière. L'idée de continuer en master et potentiellement en doctorat semblait financièrement impossible. Je ne pense pas pouvoir me permettre plus d'études, ai-je admis. Il existe des bourses et des postes d'assistants de recherche qui couvrent les frais de scolarité et fournissent des allocations, a expliqué le professeur Davison. Avec tes capacités, tu serais un candidat solide. Cette conversation a ouvert une porte que je ne m'étais pas permis d'envisager. Lorsque le professeur Davison a proposé de me recommander pour le programme de master accéléré de l'université avec une bourse complète et un poste d'assistant de recherche, cela a semblé être une validation de tous les sacrifices que j'avais faits. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je me suis permis de croire que mon choix difficile avait été le bon. À l'approche de la remise des diplômes, j'avais survécu à 4 années de travail et d'études exténuants, maintenu une moyenne presque parfaite et obtenu un chemin pour continuer mes études sans accumuler de dettes. La seule ombre sur ces accomplissements était de savoir que lorsque je traverserais la Seine pour recevoir mon diplôme, il n'y aurait aucun membre de ma famille dans le public pour m'encourager. Après avoir terminé mon diplôme de 1er cycle et avant de commencer le programme de master, j'ai décidé de rentrer à la maison pour la première fois en près de 2 ans. La décision n'a pas été facile, mais une partie de moi espérait que le temps et ma réussite scolaire auraient pu adoucir la position de mes parents. Conduire jusqu'à la maison de mon enfance était étrangement désorientant. Tout semblait identique, des haies soigneusement taillées au panier suspendu de pétunias près de la porte d'entrée. Pourtant, je me sentais comme un visiteur plutôt que comme un fils de retour. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Harold, tu es arrivé. Entre. Le dîner est presque prêt. » Mon père est sorti de son bureau, offrant une poignée de main ferme au lieu d'une étreinte. « Comment s'est passé le trajet ?» La conversation à table était guindée et superficielle. Mes parents posaient des questions génériques sur mes cours, mais montraient peu d'intérêt pour les détails de ma recherche ou les défis que j'avais surmontés. Quand j'ai mentionné le mentorat du professeur Davison et mon acceptation au programme de master, mon père a hoché la tête sans enthousiasme. « Assure-toi juste que ce diplôme supérieur se traduise par un véritable emploi, a-t-il dit. Les réussites académiques ne signifient rien sans sécurité financière. » Sandra, maintenant elle-même en 2e année à l'université d'État tout en vivant à la maison, dominait la conversation avec des histoires sur sa vie sociale et le stage en marketing que mon père avait arrangé grâce à une relation d'affaires. Tout le monde dans l'entreprise l'adore, rayonnait ma mère. Le directeur a dit qu'elle avait un talent naturel.
J'ai forcé un sourire et offert mes félicitations, essayant de réprimer la piqûre de savoir que mes accomplissements n'avaient jamais mérité de tels éloges inconditionnels. Plus tard dans la soirée, Sandra a fait irruption dans mon ancienne chambre, maintenant redécorée en chambre d'amis sans aucune trace de mon enfance. J'ai presque oublié de te le dire, a-t-elle dit avec enthousiasme. Papa et maman organisent une énorme fête pour mon 21e anniversaire le week-end prochain. Tu dois rester pour ça. Le timing était serré avec mon poste d'assistant de recherche qui commençait bientôt. Mais refuser n'aurait fait que créer plus de tension. Bien sûr, je serai là. La fête a eu lieu dans un country club UP où mon père jouait occasionnellement au golf avec des associés. Au moins 100 invités étaient présents, y compris la famille, les amis, les parents et le vaste cercle social de Sandra. Je reconnaissais peu de visages et je me tenais maladroitement à la périphérie des conversations, me sentant comme un intrus à la célébration d'un étranger. Après le dîner et plusieurs discours louant les nombreuses qualités de Sandra, mon père a fait teinter son verre pour attirer l'attention et a fait signe à ma sœur de le rejoindre au centre de la pièce. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre Sandra a toujours eu une place spéciale dans nos cœurs, a-t-il commencé, sa voix chaude d'une affection que je reconnaissais à peine. Elle ne nous a apporté que joie et fierté. Maintenant, alors qu'elle fête ses 21 ans et continue d'exceller dans ses études tout en construisant déjà son réseau professionnel, sa mère et moi voulions lui offrir quelque chose de spécial pour marquer cette étape importante. Mon père a tendu à Sandra une petite boîte cadeau. Elle l'a ouverte avec une excitation théâtrale, en sortant une clé attachée à un porte-clés en argent. Est-ce que c'est ce que je pense que c'est, Alta-TL, bien que son manque de surprise authentique suggère qu'elle savait déjà ce qui allait arriver. Pourquoi ne pas le découvrir tous ensemble, a répondu mon père avec un sourire. Tout le monde, s'il vous plaît, rejoignez-nous dehors. La foule s'est déplacée vers l'entrée principale du country club où l'organisateur d'événements de mes parents avait arrangé un petit bus pour transporter tout le monde vers le lieu surprise. J'ai suivi machinalement, un sentiment d'appréhension grandissant dans ma poitrine. 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés dans un nouveau développement de condominium de luxe dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Le bus s'est arrêté devant un bâtiment élégant avec des baies vitrées et un portier en uniforme. Bienvenue au Westmont, a annoncé fièrement mon père alors que le groupe débarquait. Et plus particulièrement à l'unité 1203, la nouvelle maison de Sandra. La foule a éclaté en halètements et en félicitations tandis que Sandra poussait des cris de joie. Je suis resté figé, incapable de traiter ce qui se passait. Un appartement dans ce quartier coûtait facilement 7 chiffres, plus d'argent que je ne pouvais espérer accumuler en des décennies de travail. Nous avons été conduits au 12e étage où Sandra a déverrouillé la porte pour révéler un appartement de 2 chambres entièrement meublé avec des vues panoramiques sur la ville, des meubles de créateurs et des appareils électroménagers de pointe. L'architecte d'intérieur qui avait coordonné l'espace a guidé la visite, soulignant les caractéristiques personnalisées et les matériaux exclusifs. Les comptoirs en marbre italien ont été spécialement importés, a-t-elle expliqué alors que les invités poussaient des exclamations admiratives. Et tous les meubles proviennent de la collection premium de Restauration Hardware. Alors que les gens déambulaient dans l'appartement, s'exclamant sur son luxe, j'ai eu l'impression de vivre une expérience de décorporation. Des souvenirs me sont revenus en mémoire, travailler le quart de nuit à la pizzeria pour couvrir le coût de mes manuels scolaires, le chauffage cassé dans mon appartement hors campus que le propriétaire n'a pas voulu réparer pendant des semaines en plein hiver, manger des nouilles ramen pendant des jours pour étirer mon budget alimentaire jusqu'à la paix. N'est-ce pas incroyable, a demandé une voix à côté de moi. C'était ma mère, rayonnante de fierté face à cet environnement opulent. Sandra mérite un bon départ dans la vie. Je n'ai pas pu formuler de réponse. L'implication que je n'avais en quelque sorte pas mérité la même considération m'a laissé sans voix. Plus tard, alors que la fête continuait avec du champagne coulant à flot, j'ai trouvé Sandra seule dans la cuisine, arrangeant des fleurs dans un vase en cristal. Félicitations, ai-je réussi à dire, essayant de garder l'amertume hors de ma voix. C'est un sacré endroit. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est à moi, s'est-elle exclamée. Papa et maman ont dit que je pouvais vivre ici en finissant l'université et ensuite le garder comme un investissement immobilier si je veux déménager ailleurs plus tard. C'est très généreux, ai-je dit prudemment. Sandra s'est arrêtée, une lueur de malaise traversant son visage. Il voulait s'assurer que je pouvais me concentrer sur mes études sans me soucier des frais de logement. Tu sais comment ils sont à propos de l'éducation qui passe avant tout. L'ironie était si vive qu'elle ressemblait à une douleur physique dans ma poitrine.
Je me suis excusé et j'ai trouvé un couloir tranquille où je pouvais respirer et rassembler mes pensées. C'est là que mon père m'a trouvé 10 minutes plus tard. Tout va bien? Tu as disparu de la fête, a-t-il dit, son ton suggérant une légère contrariété plutôt que de l'inquiétude. J'essaie de comprendre quelque chose, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix stable. Quand j'avais 18 ans, tu m'as dit que j'étais livré à moi-même financièrement si je choisissais d'aller à Eastridge. J'ai travaillé plusieurs emplois tout au long de mes études, à peine dormi, et j'ai failli faire un burn-out en essayant de joindre les deux bouts tout en maintenant mes notes. Et maintenant, tu achètes un appartement de luxe à Sandra pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans stress financier. L'expression de mon père s'est durcie. Vos situations sont complètement différentes. Tu as choisi de quitter la maison pour une école inutilement chère contre notre avis. Sandra nous a écoutés et est restée dans la région. Donc c'est une punition pour ne pas avoir suivi ton plan pour ma vie. Ne sois pas dramatique, Harold. La vie n'est pas juste. Parfois, les frères et sœurs reçoivent des choses différentes en fonction de circonstances différentes. Sandra avait besoin de ce soutien. Tu as prouvé que tu pouvais réussir de manière indépendante. Besoin. Ai-je répété, incrédule. Ou envie. La mâchoire de mon père s'est crispée. Je n'apprécie pas ton attitude. C'est le jour spécial de Sandra et tu le ramènes à toi. J'attendais plus de maturité de ta part. Sur ce, il s'est retourné et est retourné à la fête, me laissant avec le message clair que mes sentiments sur le sujet étaient sans importance. À ce moment-là, quelque chose a fondamentalement changé dans ma perception de ma famille et de ma place en son sein. Je n'étais pas seulement financièrement autonome. J'étais aussi émotionnellement isolé. Je suis resté juste assez longtemps pour éviter de faire une scène, puis j'ai dit tranquillement à Sandra que je devais partir tôt le lendemain et que je devais y aller. Je n'ai pas dit au revoir à mes parents, qui étaient occupés à discuter avec les invités. De retour à la maison de mon enfance, j'ai emballé mes quelques affaires et j'ai écrit une brève note disant que j'étais parti tôt en raison d'engagement de recherche. À minuit, j'étais sur l'autoroute, me dirigeant non pas vers Eastridge, mais dans une direction entièrement différente, des larmes brouillant ma vision alors que je m'éloignais de la famille qui avait rendu ses priorités abondamment claires. L'autoroute s'étendait à l'infini devant moi alors que je conduisais toute la nuit, mettant autant de distance que possible entre moi et la douloureuse révélation du traitement préférentiel de ma famille. Les lampadaires projetaient des lueurs intermittentes sur le tableau de bord, illuminant mes mains aux jointures blanches crispées sur le volant. Je n'avais pas de destination claire en tête, juste un besoin désespéré de m'échapper. Vers 3 heures du matin, l'épuisement m'a forcé à m'arrêter dans un motel en bord de route. En m'effondrant sur le matelas fin, tout le poids de ce qui s'était passé m'a frappé par vagues. L'appartement de luxe, le sourire insouciant sur le visage de Sandra, les paroles méprisantes de mon père, tout se mélangeait dans un cocktail toxique de douleur et de trahison. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Brian, mon ancien colocataire qui était resté un ami loyal malgré la distance. Comment s'est passé le retour à la maison? Tu es vivant, a-t-il écrit. J'ai fixé l'écran un long moment avant de taper une réponse qui effleurait à peine la surface de mon trouble émotionnel. Ils ont acheté à Sandra un appartement d'1 million de dollars pour son anniversaire pendant que je faisais 3 boulots pour acheter des ramen. La réponse de Brian est venue rapidement. C'est quoi ce bordel? Appelle-moi. Entendre une voix amicale a apporté un soulagement momentané alors que je racontais les événements des derniers jours. Brian a écouté sans interrompre, puis a offert son évaluation typiquement directe. Tes parents jouent les favoris de manière si flagrante que c'en est presque impressionnant. Quel est ton prochain coup? Je ne sais pas, ai-je admis. Je suis dans un motel quelque part au Nevada. Je viens de commencer à conduire. Viens à Portland, a-t-il suggéré sans hésitation. J'ai une chambre d'amis dans mon appartement depuis que Kyle a déménagé. Ce n'est rien de luxueux, mais tu peux y rester le temps de te retourner. L'offre de Brian a fourni la direction dont j'avais désespérément besoin. 2 jours plus tard, je suis arrivé à Portland, en Oregon, une ville que je n'avais jamais visitée, mais que j'allais bientôt appeler ma maison. Son appartement était un modeste 3 pièces dans un vieil immeuble près de l'université où il terminait son doctorat en musicologie. Bienvenue à la Casa Mitchell, a-t-il annoncé, me montrant une petite chambre avec juste assez d'espace pour un lit et un bureau. La salle de bain est au bout du couloir, la cuisine est un désastre, et les voisins pensent que 3 heures du matin est le moment idéal pour pratiquer la guitare basse. Mais le loyer est bon marché, et l'emplacement est correct.
C'est parfait, ai-je dit sincèrement. Après des années de dortoir et de colocation, la simple chambre ressemblait à un sanctuaire. Au cours des semaines suivantes, j'ai étudié mes options. Transférer mon programme de master à l'autre bout du pays en milieu d'année serait difficile, mais rester dans mon université actuelle était financièrement et émotionnellement intenable. Après avoir examiné plusieurs programmes, j'ai découvert que l'Université d'État de Portland avait un département de sciences des matériaux respecté avec un accent sur les applications environnementales, ce qui correspondait parfaitement à mes intérêts de recherche. Ils acceptent encore les candidatures au doctorat pour la rentrée d'automne, ai-je dit à Brian un soir. Si je postule directement au programme de doctorat et que je saute la fin de mon master, je pourrais peut-être obtenir un financement. Fonce, m'a-t-il encouragé. Tu as les qualifications, et honnêtement, un nouveau départ pourrait être exactement ce dont tu as besoin. Le processus de candidature était exténuant, exigeant des relevés de notes, des lettres de recommandation, des propositions de recherche et des lettres de motivation. Le professeur Davison a été surpris par ma décision, mais m'a soutenu, écrivant une recommandation élogieuse qui soulignait ma résilience et ma pensée innovante. Tu as un potentiel énorme, Harold, a-t-il écrit dans un courriel. Bien que je sois déçu de te perdre de notre programme, je comprends ton besoin de changement. Portland State aurait de la chance de t'avoir. 2 mois après avoir postulé, j'ai reçu la nouvelle que j'espérais. Acceptation au programme de doctorat avec une exemption complète des frais de scolarité et un poste d'assistant de recherche. Le package financier n'était pas somptueux, mais il me permettrait de me concentrer sur mes études sans avoir à travailler plusieurs emplois à côté pour la première fois de ma carrière universitaire. Ma première rencontre avec la professeure Elizabeth Winters, qui allait devenir ma directrice de thèse, a cimenté ma confiance dans cette décision. Chercheuse pionnière dans les matériaux durables, elle avait la réputation d'être exigeante mais juste, poussant ses étudiants vers l'excellence tout en offrant un véritable mentorat. Votre proposition sur les polymères biodégradables dérivés de déchets agricoles est intrigante, a-t-elle dit lors de notre première rencontre, ses yeux vifs m'étudiant par-dessus ses lunettes de lecture. C'est ambitieux, peut-être trop ambitieux pour un calendrier de doctorat typique, mais j'apprécie les chercheurs qui visent haut. Sous sa direction, j'ai affiné mon axe de recherche pour développer des matériaux recyclables qui imitaient la durabilité des plastiques sans leur persistance environnementale. Le travail était stimulant et passionnant, offrant à la fois une stimulation intellectuelle et le potentiel d'un impact réel. En m'installant dans ma nouvelle vie à Portland, j'ai pris la difficile décision de limiter les contacts avec ma famille. Quand ma mère a appelé pour demander pourquoi j'étais parti sans dire au revoir, j'ai fourni des informations minimales sur mon déménagement. J'ai été transféré dans un programme de doctorat à Portland, ai-je expliqué, en gardant un ton neutre. C'est un meilleur choix pour mes intérêts de recherche. Portland ? Mais c'est encore plus loin, a-t-elle protesté. Pourquoi prendrais-tu une décision aussi impulsive sans en discuter avec nous ? Je suis un adulte qui fait ses propres choix, ai-je répondu, faisant écho à l'indépendance qu'il m'avait imposée des années auparavant, comme vous l'avez dit. La conversation s'est terminée maladroitement, ma mère exprimant sa déception face à ma détermination continue à m'éloigner de la famille. Mon père, fidèle à lui-même, n'a pas appelé du tout. Sandra m'a contacté plusieurs fois, laissant des messages vocaux allant de la confusion à la blessure. Maman dit que tu as encore déménagé à l'autre bout du pays. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en colère pour quelque chose? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas pu me résoudre à la rappeler. Sandra n'était pas délibérément cruelle, mais elle restait inconsciente de la disparité dans la façon dont nous avions été traités, une cécité qui ressemblait à une forme de complicité. Occasionnellement, des courriels de mes parents arrivaient, généralement de brèves demandes de nouvelles de mon bien-être enveloppées dans des critiques à peine voilées sur mes choix de vie. Aucun ne contenait de reconnaissance de l'inégalité qui m'avait poussé à partir ou d'excuses pour leur rôle dans cette affaire. Avec la distance physique offrant une protection émotionnelle, j'ai progressivement construit un nouveau système de soutien. Les autres doctorants de mon groupe de recherche sont devenus des amis et des confidents. Nous partagions les pressions uniques de la recherche universitaire, célébrions les petites victoires en laboratoire et compétitions au revers. La professeure Winters m'a présenté à son réseau de collègues dans le domaine, ouvrant des portes à des conférences et à des opportunités de collaboration. La famille, c'est parfois ceux que tu choisis, pas ceux avec qui tu es né, m'a dit Brian un soir alors que nous partagions des bières avec un groupe d'amis qui s'étaient réunis à notre appartement pour dîner. En regardant la collection diversifiée de personnes qui m'avaient accueilli dans leur vie sans jugement, j'ai senti la vérité de ces paroles. Ces liens,
basé sur le respect mutuel et des expériences partagées plutôt que sur l'obligation, guérissait des blessures que je n'avais pas entièrement reconnues. Portland est devenu un foyer d'une manière que ni la maison de mon enfance ni la ville universitaire n'avaient jamais été. J'ai découvert des sentiers de randonnée dans les montagnes environnantes, développé une appréciation pour les bières artisanales locales et même adopté un chat de refuge nommé Newton, qui me tenait compagnie pendant les longues nuits d'écriture et de recherche. Les souvenirs douloureux n'ont pas disparu, mais ils ont progressivement perdu leur tranchant. Avec chaque petit succès dans ma recherche, chaque nouvelle amitié formée, chaque saison qui passait sans le drame des obligations familiales, j'ai construit une vie qui était authentiquement la mienne, façonnée par mes propres choix plutôt que par des réactions aux attentes ou au rejet des autres. Alors que ma première année à Portland touchait à sa fin, j'ai reçu une carte de vœux de mes parents avec une photo de famille les montrant, eux et Sandra, devant son appartement. Le message à l'intérieur disait simplement « Nous te souhaitons le meilleur. Tu nous manques sur les photos de famille. » L'absence de toute invitation à visiter ou de reconnaissance de ma nouvelle vie en disait long. J'ai placé la carte dans un tiroir plutôt que de l'exposer, une relégation symbolique de ma famille de naissance à l'arrière-plan de ma vie. Ma vraie famille était maintenant celle que je créais jour après jour, connexion après connexion, dans cette ville qui m'avait offert une seconde chance d'appartenir. Les lumières fluorescentes du laboratoire bourdonnaient doucement alors que je regardais dans un microscope à 2 heures du matin. Les seuls sons étaient le vrombissement occasionnel des systèmes de ventilation et le tapotement de mon crayon contre le cahier de laboratoire. Le sommeil était devenu un luxe que je pouvais rarement me permettre alors que ma recherche de doctorat s'intensifiait. Le bâtiment de l'université était presque désert à 7 heures, ce qui convenait parfaitement à mes desseins. Un accès ininterrompu à l'équipement signifiait des progrès plus rapides. « Je pensais bien te trouver ici », dit une voix depuis l'embrasure de la porte. C'était Jessica Lawson, une autre doctorante dont les recherches sur les adhésifs durables recoupaient parfois les miennes. « Tu ne dors jamais ?» Je me suis redressé du microscope, me frottant les yeux. Le sommeil est pour les faibles et les bien ajustés. Elle a ri, posant une tasse de café en carton à côté de mes notes. J'ai apporté des renforts. Comment se passe le test de dégradation de l'échantillon? Pas génial, ai-je admis, acceptant le café avec gratitude. 3 mois de travail et le polymère se dégrade toujours trop rapidement sous l'exposition au UV. Retour à la case départ. C'était le schéma récurrent de ma 2e année de doctorat. Des théories prometteuses suivies de résultats pratiques décevants. Ma recherche visait à développer une alternative au plastique qui soit à la fois durable pendant son utilisation et complètement biodégradable après son élimination, un saint graal de la science des matériaux qui avait échappé aux chercheurs pendant des décennies. Les premiers prototypes expérimentaux avaient semblé prometteurs lors des tests préliminaires, montrant une résistance et une flexibilité appropriées. Mais des tests ultérieurs ont révélé des défauts fatals. Certains échantillons se dégradaient trop rapidement lorsqu'ils étaient exposés à la lumière du soleil, les rendant impraticables pour des applications réelles, tandis que d'autres se sont avérés trop résistants à la décomposition naturelle, allant à l'encontre de l'objectif environnemental. Chaque échec signifiait une reformulation à partir de zéro, un ajustement des compositions chimiques, des tests de nouveaux additifs et des analyses exhaustives. Le processus était épuisant mentalement et physiquement, aggravé par la pression des délais imminents. Le comité d'examen du département veut des résultats mis à jour d'ici le mois prochain, m'a rappelé la professeure Winters lors de notre réunion hebdomadaire. La poursuite du financement dépend de progrès démontrables. Je comprends, ai-je répondu, bien qu'intérieurement je calculais combien de nuits blanches supplémentaires seraient nécessaires pour produire quelque chose digne d'être présenté. J'aurais quelque chose de substantiel à leur montrer. La bourse de recherche de l'université qui soutenait mon travail était compétitive et dépendait d'évaluations régulières. Sans elle, poursuivre mes études deviendrait presque impossible. Contrairement à beaucoup de mes pairs, je n'avais pas de filet de sécurité financier familial sur lequel me reposer si le financement institutionnel disparaissait. Tard un soir, après des résultats de laboratoire particulièrement frustrants, je me suis retrouvé assis sur le sol de mon appartement, entouré de documents de recherche et de données de tests ratés. Newton le chat s'est enroulé avec contentement sur mes genoux, inconscient de ma crise professionnelle. « Qu'est-ce que je rate ?» ai-je murmuré, parcourant les compositions chimiques pour la 100e fois. Le défi fondamental restait inchangé, créer un matériau assez solide pour un usage commercial tout en étant susceptible de se décomposer naturellement une fois jeté. Cela semblait être une contradiction impossible. La percée n'est pas venue d'une revue scientifique ou d'une analyse sophistiquée, mais d'une source inattendue.
lors d'une randonnée pendant un rare week-end libre, j'ai observé comment les arbres tombés se décomposent différemment en fonction de leur exposition aux micro-organismes du sol. Certaines sections restaient intactes tandis que d'autres retournaient rapidement à la terre. Et si le déclencheur de la dégradation n'était pas seulement la lumière UV ou l'eau, mais des agents biologiques spécifiques, ai-je théorisé à la professeure Winters le lundi suivant. Nous pourrions concevoir un polymère qui reste stable indéfiniment à moins d'être exposé à des enzymes particulières que l'on ne trouve que dans des conditions de compostage. Elle a considéré le concept avec attention. C'est une approche intéressante, mais énormément complexe. Vous créeriez essentiellement un matériau avec une stabilité conditionnelle. Exactement, ai-je dit, dynamisé par sa compréhension. Fonctionnellement permanent jusqu'à ce qu'il soit intentionnellement décomposé. Avec cette nouvelle direction, ma recherche a pris de l'élan. J'ai conçu des polymères expérimentaux avec des structures moléculaires résistantes aux stress environnementaux mais vulnérables à une action enzymatique spécifique. Les premiers résultats étaient assez prometteurs pour assurer un financement continu, bien que les applications pratiques restent théoriques. La véritable percée s'est produite au cours du 24e mois d'expérimentation. Après d'innombrables échecs et améliorations, un échantillon soumis à un vieillissement simulé a maintenu son intégrité structurelle, puis s'est complètement décomposé lorsqu'il a été introduit dans un environnement de compostage contenant des souches bactériennes spécifiques. Ça marche, ai-je chuchoté, incrédule, en regardant les relevés de données. Ça marche vraiment. Jessica a été la première personne à qui je l'ai dit, l'appelant à une heure déraisonnable avec une nouvelle qui ne pouvait pas attendre le matin. La voie de dégradation conditionnelle est viable. Viens voir les résultats toi-même. Elle est arrivée au laboratoire, portant toujours un pantalon de pyjama sous son manteau. Ça a intérêt à valoir la peine d'interrompre mon premier vrai sommeil depuis des semaines, a-t-elle grommelé avant de se taire alors que je lui montrais les échantillons avant et après et les données correspondantes. Harold, a-t-elle finalement dit. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Cela pourrait tout changer dans notre façon d'aborder les matériaux jetables. Les mois suivants ont été consacrés à des tests de vérification, à l'affinement de la formule et à la documentation du processus de découverte. La rédaction de ma thèse est devenue une tâche dévorante, transformant des concepts scientifiques complexes en un récit cohérent qui expliquait à la fois la méthodologie et les applications potentielles. La professeure Winters s'est avérée inestimable pendant cette phase, révisant les ébauches avec une attention méticuleuse et me poussant à clarifier mon raisonnement là où il devenait trop technique ou supposait trop de connaissances de base. Ton travail mérite d'être compris au-delà d'un petit cercle de spécialistes, a-t-elle insisté. Les implications environnementales à elles seules justifient une communication plus large. À l'approche de la date de ma soutenance, l'anxiété et l'excitation se livraient une guerre en moi. Le jury de thèse comprendrait non seulement des professeurs de l'université, mais aussi des professeurs invités d'autres institutions, tous des experts qui scruteraient chaque aspect de ma recherche. Tu es prêt pour ça, m'a assuré la professeure Winters lors de notre dernière réunion de préparation. Tu connais ce sujet mieux que quiconque. Fais confiance à cette connaissance. La soutenance elle-même s'est déroulée dans un tourbillon de questions, d'explications et de débats scientifiques. Pendant 3 heures, j'ai présenté mes découvertes et répondu à des questions de plus en plus spécifiques sur la méthodologie et les implications. À la fin, le jury m'a demandé d'attendre dehors pendant qu'il délibérait. 20 minutes plus tard, la professeure Winters est sortie avec un rare grand sourire. Félicitations, Dr Lawson. Votre thèse a été acceptée avec mention très honorable. Le sentiment d'accomplissement était écrasant. Après des années de lutte financière, de défis académiques et de sacrifices personnels, j'avais atteint le sommet que je gravissais depuis mon départ de la maison. Pourtant, alors que j'acceptais les félicitations de mes collègues et professeurs, je sentais un vide là où une célébration familiale aurait dû avoir lieu. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu par une journée de mai brillamment ensoleillée. Alors que j'enfilais la toge de doctorat et me préparais à monter sur scène, j'ai balayé le public par réflexe, sachant que je ne verrais aucun visage familier de mon enfance, mais incapable de réprimer cette habitude ancrée. Jessica a remarqué mon expression et m'a serré le bras. Nous sommes tous là pour toi, a-t-elle dit, désignant notre groupe de recherche, la professeure Winters et des amis, dont Brian, qui avait fabriqué des pancartes avec des messages de soutien d'un enthousiasme embarrassant. Lorsque mon nom a été appelé et que j'ai accepté mon diplôme, leurs acclamations ont résonné dans l'auditorium. À ce moment-là, j'ai compris que si les liens du sang m'avaient fait défaut, la famille que j'avais choisie ne me laisserait jamais seul. Le journal de l'université locale a publié un article sur ma recherche la semaine suivante,
soulignant son impact environnemental potentiel. Cela a attiré l'attention d'un correspondant scientifique régional qui a demandé une interview sur les applications pratiques du polymère biodégradable. Votre approche diffère des tentatives précédentes de matériaux durables, a noté le journaliste lors de notre conversation. La plupart des chercheurs se concentrent soit sur la durabilité, soit sur la dégradabilité, mais vous avez réussi à incorporer les deux de manière conditionnelle. La clé était de reconnaître que ce ne sont pas des propriétés mutuellement exclusives si la voie de dégradation est correctement contrôlée, ai-je expliqué, trouvant un plaisir inattendu à traduire des concepts complexes pour un public plus large. L'article qui en a résulté est apparu dans plusieurs publications scientifiques, suscitant l'intérêt d'organisations environnementales et de fabricants de matériaux. Chaque nouveau contact et chaque manifestation d'intérêt validait non seulement ma recherche, mais aussi le chemin difficile que j'avais choisi des années auparavant lorsque j'avais décidé de poursuivre ma passion malgré le manque de soutien familial. Alors que ma reconnaissance professionnelle grandissait, je me demandais parfois si la nouvelle de mon succès parviendrait à mes parents par les canaux académiques ou scientifiques. La réponse est venue sous une forme inattendue, déclenchant des événements qui allaient me forcer à affronter les problèmes familiaux que j'avais soigneusement compartimentés pendant des années. Le courriel du rédacteur en chef de Nature Matériale est arrivé un mardi matin pluvieux alors que je sirotais un café dans mon bureau à l'université où j'avais accepté un poste de recherche postdoctorale après mon diplôme. Nous avons le plaisir de vous informer que votre article, Biodégradation enzymatique des polymères synthétiques, une nouvelle approche des matériaux durables, a été accepté pour publication dans notre prochain numéro spécial sur l'innovation environnementale. J'ai lu le message 3 fois, croyant à peine ce que je voyais. Nature Matériale était l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses dans le domaine, avec un taux d'acceptation inférieur à 8%. La publication augmenterait de manière exponentielle la visibilité et la crédibilité de ma recherche. La professeure Winters a frappé à ma porte ouverte quelques instants après que je lui ai transféré le courriel. « Je viens de voir la nouvelle », a-t-elle dit, rayonnante. « C'est exceptionnel, Harold. Très peu de chercheurs à ton stade de carrière obtiennent une publication dans une revue de ce calibre. Je n'arrive toujours pas à y croire, ai-je admis. Ça semble surréaliste. Crois-y, a-t-elle insisté. Et prépare-toi à la suite. Ce niveau de publication a tendance à générer une attention considérable. Sa prédiction s'est avérée exacte. Quelques jours après la mise en ligne de l'article, ma boîte de réception a été inondée de messages de collègues chercheurs, de groupes de défense de l'environnement et de représentants de l'industrie intéressés par des applications potentielles. Le service des relations publiques de l'université a organisé une série d'entretiens avec des journalistes scientifiques désireux d'expliquer la percée à un public général. La couverture s'est étendue au-delà des cercles scientifiques lorsqu'un grand média a publié un article sur les innovations environnementales prometteuses. Ma recherche a été présentée comme un potentiel game changer dans la lutte contre la pollution plastique, avec une photo de moi en laboratoire et des citations de l'article. Le scientifique derrière ce matériau révolutionnaire pourrait changer notre façon de penser les produits jetables, proclamait l'article. Une évaluation qui semblait à la fois exaltante et intimidante dans ses implications. Une couverture plus grand public a suivi. Une émission scientifique d'une chaîne d'information par câble m'a invité pour une interview au cours de laquelle l'animateur a posé des questions sur les applications pratiques pour les consommateurs quotidiens. Imaginez un emballage qui reste parfaitement stable sur les étagères des magasins et dans votre maison, mais qui se décompose complètement dans les installations de compostage commercial, ai-je expliqué. Aucune manipulation spéciale requise, aucun déchet persistant dans les décharges ou les océans. C'est le potentiel vers lequel nous travaillons. Le segment a été diffusé à l'échelle nationale en prime time, portant ma recherche à des publics bien au-delà des communautés académiques et scientifiques. Me voir à la télévision était désorientant, l'aboutissement surréaliste d'un voyage qui avait commencé avec les encouragements de ce professeur de chimie des années auparavant. Alors que l'intérêt du public grandissait, les opportunités commerciales aussi. Une grande entreprise de matériaux m'a contacté pour discuter de l'octroi d'une licence pour la technologie. Nous pensons que votre formulation de polymère pourrait avoir des applications commerciales importantes, a expliqué le représentant lors de notre première réunion. Nous aimerions explorer un partenariat pour augmenter la production et l'intégrer dans des produits de consommation. Le potentiel de ma recherche de passer du théorique au pratique, du laboratoire à la vie quotidienne, était l'accomplissement d'ambitions que je m'étais à peine permis de reconnaître. Les implications financières étaient également substantielles. L'accord de licence proposé fournirait une sécurité que je n'avais jamais connue. Au milieu de ce tourbillon professionnel,
J'ai reçu un appel inattendu un soir d'un numéro que j'ai failli ne pas reconnaître. Cela faisait plus d'1 an que nous ne nous étions pas parlé. Harold, c'est Sandra. Sa voix a déclenché un mélange complexe d'émotions que j'avais réussi à réprimer en me plongeant dans mon travail. Sandra, c'est surprenant. Je t'ai vue à la télévision hier soir, a-t-elle dit, semblant à la fois impressionnée et incertaine. Ta recherche a l'air incroyable. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? La question portait une ironie involontaire qui m'a presque fait rire. Je n'ai pas vraiment été sur la liste des nouvelles familiales depuis un moment. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. C'est toi qui as disparu et qui réponds à peine aux messages. Plutôt que de discuter, j'ai demandé, comment as-tu eu ce numéro? Je l'ai changé quand j'ai déménagé. Jessica, de ton laboratoire, a-t-elle répondu. J'ai trouvé son courriel sur le site de l'université et j'ai expliqué que j'étais ta sœur qui essayait de te joindre pour une affaire de famille. Note mentale, discuter des limites avec les collègues de laboratoire. Quelle affaire de famille? Sandra a hésité avant de répondre. Papa et maman ont vu le reportage aussi. Ils ont appris ton succès de la même manière que tout le monde, par des publications Facebook renvoyant à des articles sur ta recherche. Papa est, eh bien, il est assez en colère que tu ne leur aies jamais rien dit de tout ça. L'absurdité était presque parfaite. Après des années d'abandon émotionnel et financier, mon père se sentait en droit d'être prévenu de mes réussites professionnelles. Leur réaction en voyant mon succès et la colère, ai-je demandé, incapable de cacher l'incrédulité de ma voix. C'est compliqué, a soupiré Sandra. Je pense qu'ils sont fiers mais blessés. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont dû apprendre la percée de leur fils par des voisins et des amis qui les félicitaient. Maman a pleuré. Il y a 10 ans, ces mots m'auraient transpercé de culpabilité. Maintenant, ils pénétraient à peine les couches protectrices que j'avais construites autour de mon cœur. Je ne sais pas quelle réponse ils attendaient après avoir dit très clairement que j'étais livré à moi-même. C'était il y a des années, Harold. Les gens changent. Les familles évoluent. Sa voix s'est adoucie. Voudrais-tu envisager de venir nous rendre visite? Je pense qu'il est temps de guérir cette rupture. Tu as manifestement très bien réussi tout seul, alors peut-être que maintenant vous pouvez tous aller de l'avant sans le vieux bagage. La suggestion a provoqué une vague d'anxiété en moi. J'avais soigneusement construit une vie sans les complications émotionnelles de mes relations familiales. Rouvrir ces blessures semblait inutilement douloureux. Je ne sais pas, Sandra. J'ai beaucoup à faire avec la recherche et les applications commerciales potentielles. Pense-y, c'est tout, a-t-elle insisté. Les choses seraient différentes maintenant. Tu n'es plus l'étudiant en difficulté. Tu es le docteur Harold Williams avec une recherche reconnue à l'échelle nationale. La dynamique a changé. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon appartement sombre, caressant distraitement Newton tout en considérant les paroles de Sandra. La dynamique avait-elle vraiment changé, ou le succès m'avait-il simplement rendu assez précieux pour être à nouveau reconnu? L'interprétation cynique semblait protectrice, mais aussi épuisante à maintenir. Au cours de la semaine suivante, Sandra a envoyé plusieurs textos avec une urgence croissante, culminant par « S'il te plaît, viens à la maison le mois prochain pour le week-end. J'ai déjà dit à papa et maman que tu y pensais. Ils veulent renouer le contact. » Jessica a remarqué ma distraction pendant le travail de laboratoire et m'a coincé dans la salle de pause. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes dans le vide toute la semaine. Quand j'ai expliqué la situation, elle a offert une perspective que je n'avais pas considérée. Peut-être que les revoir te permettrait de tourner la page, à défaut d'autre chose. Tu as construit cette vie et cette carrière incroyable malgré leur manque de soutien. Il y a un pouvoir à leur montrer ça, qu'ils le reconnaissent ou non. Ces paroles ont résonné avec un désir non avoué. Peut-être qu'une partie de moi voulait qu'ils voient ce que j'avais accompli, qu'ils comprennent ce qu'ils avaient manqué en me refusant leur soutien. Que ce désir soit lié à la validation ou à la vengeance, je n'en étais pas tout à fait sûr. Après des jours de débat intérieur, j'ai répondu à Sandra, je viendrai pour le week-end. Aucune promesse au-delà de ça. Sa réponse a été immédiate et enthousiaste. C'est merveilleux. Ils seront si heureux. Je te promets que les choses seront différentes cette fois. En réservant le vol pour la Californie, l'incertitude se mêlait à un étrange sentiment d'anticipation. J'étais parti en tant que fils rejeté, cherchant à fuir. Je reviendrai en tant que scientifique à succès, selon mes propres termes.
Quoi qu'il arrive pendant cette réunion, je ne serais plus défini par leur approbation ou son absence. La question qui restait était de savoir si je pourrais trouver un moyen de libérer la colère et la douleur qui avaient alimenté une grande partie de ma détermination, ou si certaines blessures étaient trop profondes pour que même le temps et le succès puissent les guérir. L'avion est descendu à travers les nuages alors que la côte californienne apparaissait, la lumière du soleil scintillant sur l'océan Pacifique. Mon estomac s'est noué à chaque mètre d'altitude perdue, une manifestation physique de la turbulence émotionnelle qui m'attendait en bas. « Ça va ?» a demandé la femme âgée à côté de moi, remarquant mes mains aux jointures blanches crispées sur la coudoir. « Je ne suis tout simplement pas fan des atterrissages », ai-je répondu avec un sourire forcé, ne voulant pas expliquer que mon anxiété n'avait rien à voir avec l'aviation et tout à voir avec la réunion de famille à venir. Après avoir récupéré mon unique bagage à main, j'ai loué une voiture plutôt que d'accepter l'offre de Sandra de venir me chercher. Ce petit acte d'indépendance me donnait le contrôle sur au moins un aspect de ce week-end incertain. J'avais besoin de l'option de partir selon mes propres termes si les choses tournaient mal. Sandra avait suggéré de nous rencontrer dans un café avant d'aller chez nos parents, un lieu neutre où nous pourrions d'abord parler en privé. En conduisant vers le lieu convenu, je l'ai reconnu comme un endroit que nous avions parfois visité pendant mes années de lycée. Une petite connexion à une vie passée qui semblait de plus en plus lointaine. Elle attendait déjà à une table extérieure, ressemblant beaucoup à ce dont je me souvenais, mais avec une nouvelle sophistication dans ses vêtements et sa coiffure. Quand elle m'a aperçu, son visage s'est illuminé d'un sourire sincère qui a momentanément dissous mes réserves. « Harold !» Elle s'est levée d'un bond et m'a étreint avant que je puisse me préparer au contact. « Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment là. » Nous nous sommes installés à la table avec nos cafés. La conversation initiale s'est concentrée sur des sujets sur mon vol, le temps, son travail de marketing dans une entreprise technologique locale. Finalement, elle nous a dirigés vers l'éléphant dans la pièce. « Avant d'aller à la maison, je veux dire quelque chose », a commencé Sandra, son expression devenant sérieuse. « Je n'ai pas complètement compris ce qui s'est passé entre toi et nos parents jusqu'à récemment. J'étais jeune et égocentrique quand tu es parti pour l'université, et plus tard quand tu as déménagé complètement. J'ai juste accepté leur version des faits selon laquelle tu avais choisi la distance plutôt que la famille. Je suis resté silencieux, attendant qu'elle continue. Après t'avoir vu à la télévision, je les ai pressés pour avoir toute l'histoire. » Elle a baissé les yeux, remuant inutilement son café. Ils ont finalement admis à quel point ils nous avaient traités différemment financièrement. L'appartement, la voiture, mes frais de scolarité, comparé au fait de te dire que tu étais livré à toi-même. Je n'en avais aucune idée, Harold. J'ai toujours supposé qu'ils t'aidaient de la même manière. La reconnaissance que je n'avais jamais espéré entendre a desserré quelque chose de tendu en moi. Merci de dire ça. Ça compte beaucoup. Je me sens terriblement mal, a-t-elle poursuivi. Toutes ces années, j'ai bénéficié de leur générosité pendant que tu luttais, et je ne l'ai jamais remis en question. Cela me rend complice de leur injustice. Tu étais jeune, ai-je offert, me surprenant par cette absolution sincère. On ne remet pas en question les avantages qu'on nous donne. C'est la nature humaine. N'empêche, j'aurais dû le voir, surtout après qu'il m'ait donné l'appartement. Elle a tendu la main par-dessus la table, touchant hésitamment la mienne. Je suis désolé, Harold. Vraiment désolé. La sincérité dans ses yeux a aidé à dissoudre une partie du ressentiment que j'avais nourri à son égard. Sandra n'avait pas créé la disparité, même si elle en avait bénéficié. « À quoi dois-je m'attendre de leur part aujourd'hui ?» ai-je demandé, me recentrant sur le défi immédiat. « Ils sont nerveux ?» a-t-elle admis. « Papa a nettoyé le garage toute la semaine, c'est ce qu'il fait quand il est anxieux. Maman a cuisiné assez de nourriture pour une armée. Ils savent qu'ils ont mal géré les choses, mais ils ne sont pas doués pour admettre leurs erreurs. C'est un euphémisme, ai-je marmonné. Donne-leur une chance, a-t-elle plaidé. Ils essaient. À leur manière. Le trajet jusqu'à la maison de notre enfance était surréaliste, comme visiter le décor d'un film d'une vie que j'avais autrefois vécue. Sandra suivait dans sa voiture, me laissant de l'espace pour digérer seule. En me garant dans l'allée, des souvenirs ont déferlé dans mon esprit, apprendre à faire du vélo dans cette rue, faire mes devoirs à la table de la cuisine, la conversation douloureuse qui m'avait mis sur mon chemin d'indépendance. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne l'atteigne. Elle avait visiblement vieilli, ses cheveux maintenant complètement gris, les rides autour de ses yeux plus profondes que dans mon souvenir. Pendant un instant,
elle a simplement regardé comme pour confirmer que j'étais réel, puis s'est avancée avec une hésitation inhabituelle. « Harold » a-t-elle dit, sa voix pleine d'émotion. « Bienvenue à la maison. » L'étreinte qui a suivi était maladroite mais sincère, brisant des années de distance physique. Mon père est apparu derrière elle, l'air à la fois plus âgé et exactement le même, sa posture raide de tension non dite. « Fils » a-t-il dit avec un signe de tête formel, tendant la main. Je l'ai prise, notant la force toujours présente dans sa poignée malgré les années. « C'est bon de t'avoir de retour. » Les premières heures ont été remplies de conversations prudentes, tout le monde évitant de mentionner directement l'éloignement. Ma mère a fait le tour de la maison, soulignant des rénovations mineures comme si j'étais une connaissance en visite plutôt que quelqu'un qui avait grandi dans ces pièces. Mon père a posé des questions polies sur ma recherche actuelle, son intérêt semblant sincère, bien qu'un peu détaché. C'est pendant le dîner, alors que ma mère servait sa lasagne signature, que la façade s'est finalement fissurée. Sandra a mentionné une interview à venir que j'avais prévue avec un podcast de la National Science et mon père a posé sa fourchette avec une précision délibérée. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous avons dû apprendre toutes tes réussites par des étrangers, a-t-il dit, son ton portant le premier soupçon de la colère que Sandra avait mentionné. 4 ans de recherche révolutionnaire, et pas une seule fois tu n'as pensé à appeler pour partager tes progrès. L'étincelle familière d'indignation s'est allumée en moi, mais je me suis forcé à répondre calmement. La communication va dans les deux sens, papa. Vous avez dit très clairement où je me situais quand je suis parti pour l'université. Il s'agissait d'un soutien financier pour une décision spécifique, a-t-il rétorqué. Pas d'une rupture complète des liens familiaux. N'est-ce pas? J'ai rencontré son regard directement. Tu as dit que j'étais livré à moi-même si je choisissais Eastridge. Ensuite, tu as acheté un appartement de luxe à Sandra pendant que je faisais 3 boulots pour me payer des nouilles ramen. Quel message pensais-tu que cela envoyait? Ma mère est intervenue, sa voix tremblante. Nous n'avons jamais voulu que tu disparaisses de nos vies, Harold. Je n'ai pas disparu, ai-je corrigé. Je me suis adapté à la réalité que vous avez créée. Quand vous m'avez montré si clairement que Sandra valait la peine d'investir, mais pas moi, j'ai fait le seul choix qui préservait mon amour-propre. J'ai construit ma propre vie sans votre aide. Un lourd silence est tombé sur la table. Mon père a baissé les yeux sur son assiette, la mâchoire contractée alors qu'il traitait mes paroles. Quand il a finalement parlé, sa voix contenait quelque chose que j'avais rarement entendu de lui, l'incertitude. Nous pensions apprendre l'indépendance, a-t-il dit lentement. Tu as toujours été si capable, si déterminé. Sandra était différente, plus fragile. Nous craignons qu'elle ne s'en sorte pas sans soutien. Donc j'ai été puni pour être capable. Pas puni, a insisté ma mère. Nous croyions sincèrement que tu réussirais quelles que soient les circonstances. Et regarde ce que tu as accompli. J'ai dépassé toutes les attentes malgré le fait d'avoir été coupé des vivres, pas grâce à ça, ai-je clarifié. Avez-vous la moindre idée à quel point j'ai failli abandonner à cause de l'épuisement? Combien de nuits j'ai eu faim parce que je devais choisir entre la nourriture et les manuels scolaires? Mes parents ont échangé des regards peinés, l'impact de mes paroles les frappant visiblement. Sandra a glissé sa main sous la table et a serré la mienne en signe de soutien silencieux. Nous avons fait une erreur, a finalement dit mon père, l'aveu clairement difficile pour lui. Une grave erreur dans la façon dont nous avons géré les choses. À l'époque, cela semblait être la bonne approche pour chacun de vous, mais nous n'avons jamais considéré comment cela apparaîtrait ou se sentirait de ton point de vue. Nous essayons d'être de bons parents, a ajouté ma mère, des larmes montant à ses yeux. Mais nous t'avons laissé tomber, Harold. Et je suis tellement désolé. Les excuses que je n'avais jamais espéré entendre flottaient dans l'air entre nous. Pendant des années, j'avais porté le poids de leur rejet, l'utilisant comme carburant pour ma détermination, mais aussi comme un bouclier contre d'autres blessures. Maintenant, ce bouclier vacillait, me laissant vulnérable, mais aussi en quelque sorte plus léger. J'avais besoin d'entendre ça, ai-je reconnu doucement. Pendant longtemps, j'ai pensé que vous valorisiez simplement Sandra plus que moi. Jamais, a insisté ma mère. Nous étions mal avisés, mais nous vous aimions tous les deux également. Nous l'avons simplement exprimé très différemment, et c'était une erreur. Nous sommes fiers de toi, fils, a ajouté mon père, l'émotion rendant sa voix rauque. Ce que tu as accompli complètement par toi-même. C'est extraordinaire. Je regarde parfois cette interview et je pense, c'est mon garçon.
La conversation s'est poursuivie tard dans la soirée. Des années de malentendus et de blessures ont progressivement laissé place à une compréhension hésitante. Les dommages ne pouvaient pas être réparés en une seule nuit, mais les fondations de la guérison avaient été posées. Au fur et à mesure que le week-end avançait, de petits moments de connexion se sont accumulés. Mon père a montré de l'intérêt pour les détails techniques de ma recherche, révélant une fierté sincère pour mes réalisations. Ma mère a sorti des albums photos, me racontant les événements familiaux que j'avais manqués. Sandra et moi avons reconstruit notre lien fraternel, n'étant plus séparés par la disparité dans la façon dont nous avions été traités. Le dernier matin avant de me diriger vers l'aéroport, je me suis assis seul sur le porche arrière, réfléchissant au tournant inattendu que cette visite avait pris. Mon père m'a rejoint, offrant une tasse de café alors qu'il s'installait sur la chaise adjacente. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il commencé, sur le fait d'être puni pour ta capacité. Ce n'était jamais notre intention. Mais les intentions ne changent pas l'impact. Nous aurions dû vous soutenir tous les deux, mais de manières différentes adaptées à vos besoins. J'apprécie que tu le reconnaisses, ai-je répondu. L'ironie, c'est que nous pensions te préparer au monde réel, il a secoué la tête avec regret. Au lieu de ça, nous avons failli te perdre complètement. L'expérience m'a appris quelque chose de précieux, ai-je admis. Elle m'a montré que je pouvais compter sur moi-même quand c'était nécessaire. Cette connaissance m'a donné confiance dans ma recherche quand les résultats ne venaient pas et que le financement était incertain. Tu n'aurais pas dû avoir à apprendre cette leçon si durement. Il a fait une pause, semblant rassembler ses pensées. Il y a autre chose que je voulais te dire. L'Université d'État de San Francisco agrandit son département de sciences des matériaux. Il recherche des chercheurs avec des liens avec l'industrie comme ceux que tu développes avec cette entreprise. Cela te rapprocherait beaucoup de la maison, si c'est quelque chose que tu pourrais envisager. La suggestion flottait dans l'air entre nous, non pas comme une exigence, mais comme une invitation. Il y a un an, je l'aurais rejeté d'emblée, y voyant une autre tentative de contrôler mes choix. Maintenant, je la reconnaissais comme une branche d'olivier, une expression du désir d'une connexion continue. Je vais y jeter un œil, ai-je promis, sans m'engager, mais sans rejeter l'idée non plus. Mon poste actuel dure encore un an, mais après ça, je suis ouvert aux possibilités. Alors que je me préparais à partir, ma mère m'a mis un petit paquet dans les mains. Juste quelque chose pour te rappeler que peu importe où tu vas, tu as une maison ici maintenant. Dans l'avion, je l'ai déballé pour trouver une photo encadrée de nous 4 du week-end. Notre première photo de famille en plus de 4 ans. Malgré la maladresse persistante visible dans nos postures, il y avait aussi une chaleur sincère dans nos expressions, le début de quelque chose de nouveau plutôt qu'un retour au passé. Le voyage du fils rejeté aux scientifiques respectés avait été long et souvent douloureux. La famille qui m'avait autrefois repoussé me tendait maintenant la main, non pas à cause de mon succès, mais parce qu'ils avaient reconnu leur erreur. La réconciliation n'était pas parfaite ni complète, mais elle était authentique. En y repensant, j'ai réalisé que si leurs actions m'avaient profondément blessé, elles m'avaient aussi involontairement mis sur la voie de la découverte de ma propre force. Les difficultés que j'ai endurées sont devenues le fondement d'une résilience qui m'a bien servi dans le monde exigeant de la recherche scientifique. La famille que j'ai construite parmi mes amis et collègues m'a appris que le soutien peut venir de sources inattendues lorsque les sources traditionnelles font défaut. Plus important encore, j'ai appris que la véritable indépendance ne consiste pas à rejeter la connexion, mais à choisir des connexions saines et réciproques. Parfois, la famille dans laquelle nous sommes nés doit évoluer tout comme nous avons que ces relations puissent s'épanouir. Alors que l'avion montait à travers les nuages vers la maison, j'ai reconnu que la colère que j'avais portée si longtemps avait rempli son rôle, alimentant ma détermination quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, je pouvais commencer à la laisser partir, non pas pour le bien de mes parents, mais pour ma propre paix. L'avenir recelait des possibilités pour une relation construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou le ressentiment. Je ne sais pas si votre famille vous a déjà traité injustement ou vous a fait sentir moins valorisé que vous ne le méritez. Peut-être avez-vous lutté pour faire vos preuves en regardant les autres recevoir un soutien qui vous était refusé. Si cela résonne avec votre expérience, j'espère que mon histoire vous apportera un certain réconfort. Parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux destinations les plus significatives, et la famille que nous créons peut être aussi importante que celle dans laquelle nous sommes nés. Avez-vous déjà eu à reconstruire une relation endommagée ou trouvé dans l'adversité une force qui vous a surpris? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime.
Votre soutien m'aide à continuer de partager ces parcours personnels. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous que parfois, le plus grand succès n'est pas ce que vous accomplissez, mais qui vous devenez en chemin.